Créer un jeu vidéo est probablement l'activité la plus passionnante, la plus stimulante que je connaisse. Elle requiert toutefois que on se donne à fond, que l'on donne le meilleur de soi-même. On est parfois tellement pris, tellement concentré par ce qu'on fait, que le monde extérieur disparaît. Et ça peut durer plusieurs heures. Au départ, j'avais prévu de te parler de création de jeux de plateforme 2D. Alors je t'aurais dit en quoi c'était bien de commencer par la 2D, parce que c'était plus simple, que c'était plus rapide aussi à mettre en place. Et puis les jeux de plateforme, eh bien, on en connaît depuis longtemps, hein, c'est presque les premiers jeux qui ont existé. On peut parler de Donkey Kong, on peut parler d'autres. Les gameplays sont éprouvés, il y a déjà un public, ce sont les fondamentaux, quoi. C'est facile à reproduire et puis ça fait toujours plaisir. Et tout ça, donc j'avais prévu de t'en parler. Puis je t'aurais dit aussi que Unreal Engine, sans être je dirais le candidat idéal pour faire des jeux 2D, eh bien il possède quand même tous les outils en interne, et puis lui greffer quelques autres éléments qui lui permettent donc de créer ce type de jeu. Puis en même temps, c'est la Rolls quand même des jeux 3D également. Voilà, tout ça, ce que j'avais prévu de te dire avant de créer une formation sur le sujet. Et puis il arrivait quelque chose de particulier, quelque chose dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Je peux te résumer rapidement. Mais en fait, pour faire cette formation, j'ai dû créer un jeu. Et ce qui au départ ne devait être finalement pas un squelette, mais une démo, c'était plus que ça, c'était la refonte en fait d'un premier niveau d'un jeu existant. C'est devenu beaucoup plus que cela, en tout cas pour moi. J'ai eu envie de le faire évoluer, j'ai eu envie de retravailler les graphismes, bref, j'ai fait c'est vraiment devenu un projet à part entière que je menais en parallèle de la création d'une formation. Projet à part entière, sans visée commerciale, dans le but finalement de continuer à me faire plaisir et puis de créer le jeu que j'avais envie. Voilà. Et je pense que je vais le distribuer sur des plateformes, peut-être, je sais pas, on verra, Steam, Itch.io ou autre. Pas forcément un jeu payant d'ailleurs. En tout cas, le but c'est quand même de diffuser le plus possible et puis d'avoir un petit peu de retour de joueurs autour de ça. Alors tu te demandes pourquoi peut-être je te parle de tout ça, puis pourquoi j'en parle peut-être avec autant d'engagement. Si tu me suis depuis plusieurs années déjà au travers de mes blogs sur la création de jeux vidéo, tu sais que ce ne sont pas mes premiers jeux, tu sais aussi que je travaille dans ce domaine. J'ai eu la chance, quand j'étais étudiant, d'avoir 2 jeux qui ont été édités à l'international. J'étais même sous blister à l'époque aux États-Unis. Ce qui fait plaisir. Alors, pourquoi blister? Parce que c'était une époque, le CD-ROM était naissant, et puis il n'était pas question de télécharger des jeux sur internet, il y avait très peu de personnes qui étaient équipées. Et voilà, donc, mais bon, il y a prescription quand même, il y a plus de 20 ans de ça. Et puis par la suite, j'en ai fait une profession, c'est-à-dire j'ai travaillé autour de la 3D, du développement, pas toujours dans le jeu, puisque j'ai plus aussi été côté applicatif. Je suis principalement développeur d'outils et consultant. Et donc, il m'a été, j'étais amené à travailler sur des projets de jeux, au travers d'une équipe, etc. Mais tout ça, en fait, c'est jamais uniquement pour se faire plaisir. Et puis en même temps, c'est pas créer tout seul. C'est pas travailler seul sur son propre projet. Donc, j'ai essayé il y a quelques années, parce qu'il y a quand même un jeu qui me tient à cœur. C'est plus une simulation qu'un jeu en réalité. C'est le projet que j'appelais Lost Colonies. Alors le but, en fait, c'est de coloniser un monde à l'aide de robots. Donc il y a beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de robotique, mais tout de façon simulée. Donc c'est un peu le projet de Musk avec Mars, mais totalement automatisé. Donc c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, mais bon, c'est quand même... c'est ce que j'ai en tête, en tout cas, est très pas compliqué à mettre en place, mais ça demande des ressources importantes. Et donc, je n'ai ni les moyens financiers de mettre plusieurs centaines de milliers d'euros sur la table,
et ni l'ambition d'en faire en plus un jeu grand public, ce qui fait que je vois pas trop comment je pourrais faire du financement sur une plateforme participative par exemple. Donc bref, j'ai essayé de lancer ce jeu il y a quelques années avec une petite équipe, mais bon tous en free time, hein, et bon c'est pas évident, hein, c'est pas un projet, c'est trop gros hein, pour être géré sous cette forme-là. Bref, voilà, donc c'est pour ça si tu veux que là je suis en train de finaliser un jeu que je fais seul, et ça me fait très plaisir, c'est pour ça que j'en parle avec émotion. Voilà, donc toi tu fais peut-être aussi partie, je ne sais pas, en tout cas si tu es sur cette vidéo, j'espère que tu fais partie de ceux qui ont envie, qui ont peut-être déjà fait, qui ont créé un jeu vidéo, ou alors tu as passé des années à vouloir le faire, et puis ça ne s'est pas fait. Alors t'as peut-être, je sais pas, moi tapé sur internet comment faire un jeu vidéo, how to make a game, t'as peut-être pris une formation sur tel ou tel moteur de jeu. Là, bon, il y en a pléthore, hein. Déjà il y a des présélections à faire qui est pas évidente. T'as peut-être lu pas mal de bouquins sur le game design, le level design. T'as peut-être suivi des making-of, des post-mortem. Et ça, tout ça c'est très bien. Tout ça c'est très bien. La question est de savoir maintenant pourquoi tu n'as pas été au bout de la démarche. Et quand je dis créer un jeu, bon, je parle pas du petit jeu que tu fais en suivant un tuto, le jeu de base, je veux dire, quand même un jeu dont tu peux être fier, un jeu que tu as fait jouer à tes amis, que peut-être que tu as pu mettre en ligne, voilà, qui est quand même un projet qui t'a pris plusieurs semaines de travail, et que tu n'aurais pas honte, je dirais, de mettre dans un CV ou de présenter à des contacts. La question est donc de savoir pourquoi tu n'es jamais arrivé à cette phase-là. On pourrait se dire le manque de temps. Alors oui, mais le manque de temps, c'est souvent un manque de choix. Et quand on fait son premier jeu, on se forme aussi un petit peu en même temps. Donc, voilà, des fois, il faut se poser la question de savoir quel est le véritable problème. Alors, tu fais peut-être partie de ces gens en fait qui me suivent par rapport à Unreal Engine. Et donc tu connais déjà bien les bases, ou même l'utilisation hein, de la partie 3D de ce moteur. Mais c'est vrai que la partie 2D, le côté ce qu'on appelait Paper 2D, qui au début était une sorte de plugin, mais qui est très très intégré à Unreal, est assez peu connu, et peut-être qu'Epic en est un peu à l'origine, c'est-à-dire que il y a bien un petit projet qui existe, qui est dans les Content Examples, qui est désigné comme jeu mobile, une sorte d'équivalent de Flappy Bird, qui n'est pas du tout représentatif des capacités du moteur. Parce que là, je veux dire, si vous voyez ça, vous dites, bon, ok, casual game, alors qu'en fait, non, on peut faire des jeux très 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 complexes, avec un gameplay très très évolué, en utilisant des fonctions très particulières de lumière et autres, avec Unreal Engine pour la partie 2D. Voilà, peut-être même que tu ne sais pas que Unreal Engine possède un éditeur de tiles map, c'est-à-dire il est capable de créer des levels à partir de tuiles, donc d'assembler rapidement des niveaux, voilà, et de gérer ça avec un système de sprite de façon totalement homogène. Voilà, parce que on n'a pas trop communiqué là-dessus, parce que il y a quelques vidéos de tutos qui en parlent sur internet, mais pour la plupart elles sont assez anciennes, tout en anglais quasiment, et surtout on va vraiment pas dans le détail, quoi. Ça reste vraiment trop en surface, avec des exemples qui sont pas toujours qui donnent pas forcément envie en fait. Et puis au-delà de la maîtrise d'un moteur de jeu comme Unreal, au-delà des techniques de game design, de level design, il y a aussi toute la partie création d'assets, le fait de créer ses propres sons, de créer surtout ses propres concept art, de les mettre en couleur, de les animer. Tout ça en fait est pas évident, et puis ça représente en fait probablement une difficulté aussi à la mise en œuvre d'un tel projet. Alors c'est vrai, on peut pas être bon partout. Oui, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que avec quelques efforts et surtout avec beaucoup de méthodes, on peut vraiment des fois se surprendre et arriver à faire des choses dont on ne se soupçonnait pas capable de faire.
Et pour ça, si tu veux, je vais te parler un peu d'une règle. Alors, c'est pas une règle forcément scientifique, mais une règle relativement statistique. Voilà. C'est pour donner un ordre d'idée. C'est que dans tout savoir, dans tout domaine, il y a à peu près 20% de choses qui servent à faire 80% de choses. Ce que je veux dire, c'est que 20% de connaissances, de savoir-faire à acquérir pour pouvoir faire en gros la majorité de ce qu'on doit pouvoir faire. Alors, ça veut pas dire qu'on est un expert. Un expert, lui, il va bien au-delà justement de ces 20%. Mais la courbe d'apprentissage, elle est pas de la même, enfin, je veux dire, elle est pas linéaire. Hein, on n'apprend pas comme ça. Au début, on apprend beaucoup, et puis avec le temps, bah, forcément, on a tendance à apprendre de moins en moins. Un expert va passer énormément d'heures à parfaire son art, à parfaire ses connaissances, parce que justement, bah, il est dans la courbe, il est sur la fin de la courbe, en fait, d'une certaine façon, et puis ces nouvelles connaissances sont plus difficiles à acquérir. Mais ça veut pas dire, je veux dire, tu seras peut-être jamais un as voilà, du dessin, tu seras probablement jamais un as de l'animation, peut-être non plus jamais un as du développement, mais tout dépend de ton profil, hein, à la base. Ce que je veux te dire, c'est que on peut acquérir ces 20% nécessaires à créer un jeu, voilà, et puis à faire un jeu qui est bien, voilà, qui sera pas excellent dans tous les sujets, mais voilà, qui peut plaire. Et toutes ces techniques-là, tu peux les acquérir, même si tu te penses nul dans certains domaines. Voilà, c'est des handicaps qu'on peut dépasser. Alors parlons peut-être un peu de tous ceux qui n'ont pas réussi à aller au début de la démarche, qui avaient envie de faire un jeu, mais qui n'ont pas réussi. Voilà, tout simplement. Qui n'ont pas été jusqu'au bout. Alors si tu en fais partie, tu as peut-être suivi une formation sur le sujet, et puis c'était peut-être pas assez attirant. C'est-à-dire que le résultat en fait qu'on te proposait au final était pas à la hauteur de ce que tu pouvais attendre. Donc il peut y avoir un phénomène de démotivation aussi derrière ça. Peut-être aussi que tu as essayé toi de ton côté de te lancer dans la création d'un niveau. Voilà, t'as commencé à mettre, t'as fait un paysage, t'as mis un personnage, et puis t'as commencé à taper sur un autre personnage. Puis au final tu t'es dit bah ouais mais le gameplay bah il sert à quoi c'est bien, mais j'ai pas de jeu, quoi. J'ai un niveau, j'ai un personnage, j'ai des PNJ, mais c'est pas ça qui fait un jeu, en fait. Donc, ça aussi, ça peut être démotivant, de s'en rendre compte à ce moment-là. Peut-être aussi que tu as eu des ambitions trop grandes et trop tôt. Tu sais, c'est pas une formation, c'est pas un livre qui va t'apprendre à créer un jeu vidéo. Genre, on va pas te mentir, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut te donner des bases, les bonnes bases pour démarrer. On peut t'accompagner dans la création d'un jeu, mais tout ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va demander de l'expérience. Pour donner une image, je sais pas si tu as déjà fait des arts martiaux. Ou à défaut, est-ce que tu as vu le film Karate Kid? Ouais, je vais t'en parler un petit peu. Alors, dans le film, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, je crois que son père est mort il y a pas longtemps, et il déménage dans une nouvelle ville, donc ça se passe aux États-Unis, et donc là, il arrive dans sa nouvelle école, et puis il tombe sur un groupe de jeunes qui s'en font un peu la tête de turc, c'est-à-dire qu'ils piquent son argent de poche tous les jours, je sais pas s'ils prennent sa nourriture, et puis quand il est pas d'accord, mais il le tape. Puis bon, ce groupe de jeunes, je rigole, c'est pas rigolo, mais ce groupe de jeunes, ils sont tous dans le même dojo, avec un maître qui leur apprend le karaté, un gars un peu dur, un peu fana, et donc ils sont relativement soudés entre eux. Bref, ce jeune, Daniel, il s'en prend plein la figure. Et puis le soir, il rentre chez lui et il est marqué au visage. Je te remets un peu le contexte pour si tu le connais pas, c'est quand même important, on en parlera plus sérieusement. Mais donc en rentrant chez lui, il y a un de ses voisins, il s'appelle Monsieur Miyagi, c'est un japonais d'Okinawa qui a émigré donc aux États-Unis depuis déjà pas mal de temps, et il observe et puis il voit que Daniel en prend, voilà, c'est pas normal qu'il soit marqué. Puis un jour, il le croise, je crois, en ville, et là encore les jeunes sont encore en train de le taper, et puis il intervient. Et il se trouve que Monsieur Miyagi, il pratique bien les arts martiaux. Et donc voilà, il arrive à retourner rapidement les jeunes voyous, et puis Daniel lui dit c'est génial, moi j'aimerais apprendre à me défendre.
Monsieur Miyagi pas trop chaud. Et puis, de fil en aiguille, il finit par accepter de former ce nouvel élève, son Daniel San. Et donc, il lui demande, par contre, il lui dit, voilà, mais attention, je veux bien te former, mais tu ne poses pas de questions, et puis tu suis scrupuleusement ce que je vais te dire. Ok, pas de souci, ça démarre très bien, et puis il commence à lui faire toutes ses tâches ménagères. Alors, au début, il faut repeindre une palissade, il faut nettoyer les carreaux, et un jour, donc, Daniel San voilà, il explose, et puis il dit, mais j'en ai marre, je suis pas un larbin, vous me faites faire toutes les tâches ménagères, puis moi pendant ce temps-là, de toute façon, il n'y a pas de retour, parce que j'apprends rien. Et ce que le spectateur devine, en voyant les différents mouvements, apparemment, Daniel San le découvre sur le coup, sur le tard en tout cas, c'est que il a appris les mouvements de base des arts martiaux. Ça, c'est la grande leçon, c'est que on a beau savoir quelque chose, on a beau voir, on a beau lire un livre. Quand vous lisez un livre, on n'acquiert pas un savoir-faire en lisant un livre. On fait du débat d'idées, on peut apprendre quelques connaissances, mais sans la pratique, rien n'arrive. Le coup de Daniel, dans les arts martiaux, mais c'est vrai dans tous les autres domaines, on prendra d'autres exemples, mais ce que le cerveau intègre, ensuite, ça doit passer dans le corps. Ça doit devenir un réflexe. Il faut répéter pour que le geste, en fait, finisse par s'intégrer dans le corps. Et là, ça devient un réflexe. Alors aujourd'hui, on passe le permis voiture, je sais pas, c'est peut-être encore en 20 heures ou plus, j'en sais rien, mais on sait pas conduire après avoir passé 20 heures de conduite. On sait conduire quand on a déjà peut-être 500 heures ou 1 millier d'heures. Quand tout devient automatisme, quand on n'a pas besoin de penser pour rétrograder, pour tourner, pour ceci, cela, parce que ça doit devenir un réflexe. Sinon, le cortex, il est toujours surchargé d'informations, et puis on n'est pas capable de réagir comme il faut, au bon moment, en cas de surprise. Eh bien, c'est vrai dans tout savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut reproduire. Je vais donner un autre exemple. Là, c'est Pablo Picasso. Pablo Picasso qui disait à ses élèves « N'essayez pas de créer votre propre style comme ça, ex nihilo, dès le départ. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tous les grands maîtres sont passés par la copie d'autres maîtres. On copie les tableaux, on copie, on acquiert un style, on copie le style et on finit par se l'approprier. Et puis on va prendre plusieurs peintres et puis on va finalement acquérir tout leur style et puis seulement après, on sera capable de les mélanger un peu, de les adapter, et au final, peut-être, de les améliorer. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut créer son propre style. Dans le monde du jeu vidéo, quand vous voyez un jeu, quand vous voyez du Benoît Sokal, il n'y a pas seulement le côté graphique, il y a le côté ambiance, il y a plein de choses, on reconnaît la patte de l'auteur. Du Ansel, on reconnaît. Si on prend plusieurs créateurs de jeux assez connus, on arrive à retrouver l'auteur par rapport au jeu même. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont une marque, ils ont une patte. Ça, c'est tout ce que je vous souhaite par la suite, de réussir à avoir votre propre système. Et en même temps, je dirais, parce que c'est toujours de Pablo Picasso qui disait le plus triste, le plus grand écueil pour un maître, c'est de finir par se copier lui-même. Parce qu'au final, c'est stérile. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours évoluer. Il faut toujours continuer un petit peu cette pratique, d'aller voir ce que les autres font, d'essayer de copier un petit peu, et puis de modifier, d'évoluer. On peut faire aussi par des recherches personnelles. Mais tout ça, ce sont des éléments importants. Alors, pourquoi je te parle de tout ça? Tu ne feras pas le GTA tout seul demain dans ta résidence étudiante ou dans ta chambre ou derrière ton bureau. Je dirais, ce sont pas des projets accessibles à un seul être humain. En tout cas aujourd'hui, on n'a pas les outils, on n'a pas une intelligence artificielle qui nous aide pour pour créer les assets de ce qu'on a envie de faire. Mais même au niveau de développement, ce sont des choses qui sont immenses avec du réseau, avec des choses c'est pas accessible à un seul homme aujourd'hui.
Ça veut pas dire qu'on peut pas faire des projets intéressants en tant que personne. Si tu prends le cas par exemple de Minecraft, c'est avec son look un peu 8 bits, etc. Ça reste un projet qui est né alors qu'on était déjà sur de la 3D ultra réaliste. C'est un projet qui est né d'un seul homme, Notch, et c'est un projet qui a fasciné des millions, j'ose pas dire, enfin, en tout cas au moins des centaines de millions de personnes, qui a rapporté des milliards à son auteur. Vraiment des milliards, hein, je parle pas de millions ici, voilà. C'est un projet qui était très intéressant, qu'un seul homme a pu initier, qui a été développé par d'autres par la suite. Voilà, ça ce sont des projets qui sont accessibles. Il y en a plein d'autres. Il y a des hits aujourd'hui qu'on peut retrouver sur mobile ou sur console ou autre, qui ont été initiés que par un homme, ou même développés des fois entièrement par un seul homme. Ça, voilà, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est ça, c'est que on peut pas se lancer dans n'importe quoi, n'importe comment. C'est le premier point. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si tu es totalement noob, si tu es totalement amateur, débutant, et que tu n'as pas du tout de background derrière, c'est-à-dire que tu n'as pas une connaissance de l'historique des jeux vidéo, de comment ils se sont développés, comment ont évolué, par exemple, si on parle de jeux de plateforme, comment ça a évolué dans le temps, l'historique aussi finalement du goût, de l'évolution du goût des joueurs, parce que si tu prends aujourd'hui, bon, il y a une société qui vient de se coter en bourse, bon, je vais éviter de citer le nom, mais qui a eu un gros problème sur un titre. Je crois bien que c'était son premier gros jeu, gros financement et tout, et puis le jeu était bien. Enfin, il avait tous les ingrédients du bon jeu, mais couloir scripté. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on suit toujours ce qui était prévu par le scénariste, et puis on n'en déroge pas, quoi. Et ça a plu à une époque, et puis ce jeu-là, il est tombé à une époque où finalement les gens se sont lassés de ça. Donc ce qui fait que ça a déplu, et ça n'a pas fonctionné. Donc l'histoire, en fait, tu peux faire, je veux dire, l'important c'est de faire un jeu qui te plaît, mais si tu veux qu'il fonctionne, il faut aussi connaître toute cette partie-là. C'est un élément important à prendre en compte. Alors quelquefois la solution elle est là devant nous, mais au final, on veut aller plus vite que la musique. Ça c'est le problème de notre société, le problème de notre époque. Les gens veulent tout et tout de suite. Ils agissent comme des consommateurs. Même en termes d'information, on est des consommateurs. On veut absorber. Je pense que c'est l'ego qui fait ça. On veut faire sien des connaissances et puis on pense peut-être que juste en lisant, juste en regardant une vidéo, ça suffit. Et puis au final, on obtient de la merde parce que ça fonctionne pas. Ça marche pas comme ça. Alors quelquefois on veut bien faire, on fait un tas de plans, on fait des gros documents, on passe des semaines, des mois à réfléchir pour créer un jeu, et puis finalement on passe vraiment à côté de l'essentiel. Tu sais, on met des process en place dans les industries, on met de la gestion de projet, on met des trucs relativement stricts parce que derrière il y a des hommes, des salaires, des budgets, voilà, il y a des contraintes. Et là, on peut pas se permettre de faire des erreurs, on peut pas se permettre de trop partir en live. Quand toi, tu n'as pas d'équipe, quand tu es sur des petits projets un peu amateurs, justement, c'est là où tu peux faire preuve de plus de créativité. Mais c'est difficile de le faire dans la phase de réflexion. On essaye de le faire au maximum. Mais si tu te coupes, si tu fais des choses trop précises, tu te coupes la possibilité durant le développement de découvrir des choses par accident. Et ces petites choses-là, c'est peut-être le sel, c'est peut-être l'élément clé, en fait, qui ferait que ton jeu serait un hit par la suite. C'est ce petit plus, en fait, que tu vas découvrir à ce moment-là. Donc, certains échouent comme ça, parce qu'ils sont trop rigides dès le départ, et puis, au final, ils obtiennent un produit lisse, ouais, mais fade. Ou alors, finalement, tu as, à l'opposé, tu vas retrouver des gens qui partent bien en tête. Alors, t'as les codeurs qui partent tout de suite, ils alignent un certain nombre de lignes de code, ils nous font une super démo. On a des graphistes qui partent comme ça, allez hop, je commence à croquer, je commence à faire plein de choses. Alors c'est stimulant, c'est vrai que quand tu te retrouves dans une équipe avec des personnes comme ça, c'est bien, ça met en place les choses, mais au bout d'un moment, il faut savoir se poser. Et puis, il faut quand même mettre des choses sur papier, il faut quand même formaliser un peu les choses. Comme je te dis, en laissant l'élastique se détendre un peu par la suite. Mais si tu formalises pas, tu finis par faire
juste de la démo, et puis ton projet va pas plus loin. Alors j'essaie un peu de lister tout ce qu'on peut faire, hein, qu'on rate dans le processus de création. Tu as ceux qui vont échouer parce qu'ils ont fait des mauvais choix techniques dès le départ. Alors le mauvais choix, c'est celui par exemple du moteur. Tu vas prendre un moteur de jeu qui va te sembler bien, mais peut-être pas du tout adapté pour faire le jeu que tu as envie de faire. Et ça, tu te rends compte que trop tard. Ou alors tu as le moteur qui est un peu généraliste, qui peut faire un peu de tout, mais qui n'est pas adapté à soit ton propre niveau de compétence, mais je pense plutôt à ton propre style. Voilà. Il y a des outils, mais c'est vrai aussi pour des outils de dessin, des outils d'animation, il y a tout un tas de choses. Quand ça ne correspond pas, c'est possible. Hein. Je sais par exemple, si tu prends en 3D Blender ou Maya ou 3ds Max, il y a des gens qui sont plus adaptés à un logiciel. Et puis, voilà, t'auras beau, s'ils se forcent dans un autre logiciel, ça ne marche pas. Alors, si par exemple, toi, tu es totalement réfractaire à l'idée de programmer. Et quand je parle de programmer, je parle pas d'aligner des lignes de code, hein, je parle pas de ça. Tu sais que programmer, tu peux le faire aussi de façon visuelle, hein, avec un ensemble de nœuds, des briques que tu assembles. Ça reste de la programmation, parce qu'on reste dans la même logique. On crée des boucles, on crée des choses comme ça. Mais non, je te parle pas de ça. Je parle si tu es vraiment réfractaire à cette idée même de programmer. Déjà, je peux te dire tout de suite que tu ne pourras pas créer de jeu avec un gameplay très évolué. Oui, il existe des moteurs de jeu qui masquent une grande partie de ces éléments-là. C'est-à-dire qu'ils contiennent des briques toutes faites qui font déjà un certain nombre de choses. Mais voilà, tu rentres dans un cadre, tu rentres dans un moule et tu en sors très difficilement. Donc si vraiment tu es réfractaire, tu n'as pas envie d'apprendre, tu n'as pas du tout envie d'évoluer, que c'est vraiment quelque chose qui te rebute, au-delà du fait que tu ne feras pas de jeu probablement évolué, ou alors tu seras obligé d'être en équipe, je te déconseille totalement de partir vers Unreal Engine. Voilà. Non pas que, je dis, c'est pas le côté ligne de code, c'est le côté que ça fait partie des moteurs qui permettent une grande liberté de mouvement, qui permettent une grande liberté de choses, mais voilà, ça demande quand même d'intégrer une logique quand même de programmation derrière. Alors on échoue parfois à vouloir tout refaire seul. Je parle pas de faire un jeu seul, hein. C'est vraiment à tout vouloir reconstruire seul, à ne pas utiliser un moteur de jeu. Alors ça c'est vrai surtout pour le développeur, hein, par exemple, mais il y a aussi le graphiste qui ne veut pas utiliser des outils d'animation, qui préfère redessiner toutes les images. Voilà, quand on est trop puriste, quand on veut pas faire l'effort intellectuel d'intégrer de nouvelles techniques, ça peut être vrai, hein. Je veux dire, je connais des développeurs qui au final veulent refaire tout, OpenGL, DirectX, etc. parce qu'ils ont peur, ils ont pas envie, voilà, le fait de se mettre dans un nouveau moteur, ça leur fait une sensation de leur couper un peu de pouvoir, alors qu'en réalité, quand on s'y met, parce que moi j'en ai fait partie, donc je peux en témoigner, c'est là qu'on se rend compte que on vogue vers de nouveaux horizons, quoi. On fait un bond de géant d'un coup et puis ça n'empêche pas de développer plein de choses des fois qui vont bien au-delà. Et voilà, donc des fois, à tout vouloir refaire seul, à vouloir réinventer la roue, eh bien on se plante parce que au final, on passe beaucoup de temps mais on travaille pas sur du gameplay, on travaille pas sur un jeu. Ça arrive même qu'on arrive à faire un petit jeu démo, hein, pour utiliser ses fonctions, mais voilà, c'est pas quelque chose de très intéressant au final. Et puis il y en a d'autres qui vont assembler tout un tas d'assets. Quand je parle d'assets, hein, je parle de tout ce qui est son, musique, graphisme, animation, ouais, toutes les composantes d'un jeu, pas le sous-produit, mais tout ce qui même les briques de code, hein, ça en fait partie. Tout cela en fait, si c'est assemblé de façon pas anarchique mais non homogène, si vous avez des styles différents, si vous avez ça donne pas un produit final intéressant, quoi. Et on en trouve, hein. Il y a des jeux commerciaux qu'on peut voir, on voit bien, c'est pas très joli, quoi. Il y a vraiment pas de ligne directrice. A contrario, vous allez retrouver aussi, là c'est plus le cas des graphistes, des jeux sublimes. Alors, vous arrivez dans un niveau, c'est merveilleux, c'est des FX de la mort, du post-process en veux-tu en voilà, des magnifiques trucs, j'ai fait de magnifiques graphismes, et avec un gameplay totalement à chier.
ou voire inexistant. Alors, c'est vrai que ça fait de jolies photos, ça fait de jolies vidéos en général pour mettre dans les magazines ou pour lancer sur YouTube, mais bon, il n'y a pas vraiment de jeu derrière. Alors je sais que certains que je connais vont se reconnaître. Je vais pas me faire des amis avec cette vidéo, mais voilà, c'est le cas. Il faut en prendre conscience. Là aussi, on peut échouer dans sa tentative de faire un jeu parce que on se retrouve avec une jolie chose, mais c'est pas un jeu. Voilà. Ou alors, tu as peut-être échoué entre guillemets, ou tu n'as peut-être jamais échoué justement à faire un jeu parce que tu n'as jamais essayé. Je pense pas que tu fasses partie de ces gens qui se disent que faire un jeu c'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est pas fait pour l'amateur. En tout cas, c'est plus fait pour aujourd'hui pour l'amateur. C'est un monde de professionnels. Voilà, c'est trop compliqué. Parce que ça, en fait, c'est démenti par ce qu'on retrouve. Il y a des hits qui sortent aujourd'hui. Ce sont pas forcément les premiers venus qui l'ont fait, mais c'est pas non plus forcément ça sort pas de studios toujours professionnels. Et pourtant, ce sont des jeux qui ont un public et qui plaisent. Il y a aussi des personnes qui se disent oh mais Unreal Engine c'est pour faire du gros jeu, ça c'est du triple A, c'est grosse production, gros budget, c'est l'artillerie lourde quoi, c'est compliqué. Ou alors mais la 2D c'est totalement has-been, mais c'est réservé au rétro gaming. Ça existe encore les jeux 2D? Ah ouais, en fait, si on regarde il y a beaucoup de hits aujourd'hui qui notamment sur mobile qui sont 2D et qui sont très 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 sympas. Après tu as ceux qui vont dire mais pour faire un jeu il faut être développeur, faut être programmeur, je veux dire c'est pas accessible comme un des mortels, ça c'est du truc d'informaticien. Et puis de l'autre côté, le programmeur qui va dire attention, moi je suis pas du tout graphiste, je sais pas dessiner, et puis j'ai pas une armada là dans mon garage de graphiste à travailler feignant. Je vais vraiment pas me faire des amis. Non, je plaisante. Mais voilà, quand on n'a pas sous la main les personnes, on peut se dire je le fais pas, j'essaye même pas. Alors j'ai une réponse quand même à apporter à chacun de ces points. Je peux t'affirmer que tout cela, ce n'est qu'idée reçue. Idée reçue peut-être parce que par le passé, des choses ont été vraies. Mais ça est de moins en moins. Aujourd'hui, créer un jeu vidéo amateur, même un jeu qu'on peut rentrer en commerce, c'est possible. Le tout, c'est d'adapter ses ambitions à ses capacités, à ses ressources. D'employer de bonnes méthodes et puis quand même d'avoir un certain background derrière pour savoir faire les bons choix. Alors, je vais m'appliquer en fait à te démontrer chacun de ces points au travers de 7 ateliers. 7 ateliers indépendants mais qui forment une formation quand même homogène à la création de jeux de plateforme 2D. Si tu t'es reconnu dans l'un des points précédents, que tu sois débutant, ou déjà d'un niveau avancé, que tu sois développeur, graphiste, ou rien de tout ça. Quelque chose a fait que dans ton processus de création, tu as été gêné par quelque chose. C'est peut-être pas des connaissances qui te manquaient, peut-être un peu d'expérience, oui, mais il y a t'avais peut-être aussi besoin d'un accompagnement, t'avais peut-être besoin d'avoir une vision globale, de mettre en place un workflow, c'est-à-dire tout un process de travail. Tout cela en fait, en tout cas il y a quelque chose qui t'a manqué, sinon tu aurais déjà créé ton jeu, en tout cas si tu as envie de le faire. Pour cela, moi j'ai mis en place une approche que j'ai appelée triple A. Alors rien à voir avec gros budget, gros jeu, etc. Non, le triple A, c'est pour adopte, adapte, améliore. Ce vieil adage. Donc, dont on a parlé un peu pour les arts martiaux. On aurait pu aussi l'appeler la méthode Picasso. En gros, c'est je recrée des jeux vidéo au gameplay déjà bien connus. Voilà, je les recrée tels quels, ou au moins un premier niveau. Je les adapte avec les technologies actuelles. Par exemple, si tu prends un jeu
2D et que tu l'utilises sur un moteur actuel comme Unreal Engine, tu vas disposer de toute la partie physique 2D, ou de la partie lumière, effets spéciaux, des choses comme ça, que tu peux donc adapter à ce jeu et déjà avoir quelque chose qui est assez différent, avec un gameplay qui évolue. Et puis tu peux, par la suite, une fois que tu as maîtrisé suffisamment les techniques, améliorer le jeu existant et faire quelque chose qui plaît aujourd'hui et qui trouvera son public. Et au final, au-delà du fait de te former, c'est-à-dire de donner des connaissances, je vais surtout t'accompagner dans la création de ton premier jeu 2D, dont tu peux être fier. Alors, ce sera peut-être pas le jeu que tu as en tête, c'est peut-être pas le jeu de tes rêves. Mais, parce que de ce côté-là, je vais quand même t'imposer un certain cadre. Mais une fois que tu auras passé cette épreuve, une fois que tu auras réussi donc à créer ce premier jeu que tu peux partager avec d'autres personnes, tu auras franchi mentalement une étape qui pourra t'amener à la création de jeux plus évolués parce que, attention, on peut faire des jeux 2D, d'ailleurs, hein, celui sur lequel je travaille, il est quand même relativement évolué en termes de technique. Mais ce que je veux dire, c'est que tu pourras faire des projets plus ambitieux en temps, en ressources, en énergie que tu peux y apporter. Alors chaque atelier commence par une initiation aux outils et aux techniques utilisées. Pour cela, je vais recréer de mon côté un classique du genre qui s'appelle Rick Dangerous. Alors je sais pas si tu as connu ce jeu, mais en tout cas c'est un jeu qui, quand j'étais ado ou à la fac, je ne sais plus, m'avait vraiment beaucoup plu. Alors c'est Rick Dangerous, hein, c'est le père ou le grand-père, je ne sais plus, de Lara Croft. Ah, c'est Richard Croft en fait. Ce sont les mêmes auteurs, hein. Ceux qui ont fait le jeu Rick Dangerous ont fait plus tard le jeu Tomb Raider. Donc ils sont passés de la 2D à la 3D. Et dans le temps, ils ont fait évoluer la technique. Et puis finalement c'est à peu près le même style de personnage, hein, parce que Rick Dangerous c'est un aventurier, ça ressemble beaucoup à Indiana Jones, hein, avec la boule, dès le premier niveau il y a une boule qui lui court après, il doit vite partir dans les niveaux. Le but c'est d'éviter des pièges, il y a des personnages, des cannibales qui essayent de le choper sur le passage, mais voilà, l'idée c'est ça, on parcourt les plateaux en évitant tout un tas de pièges. Donc ça c'est le jeu que je vais recréer, et puis donc toi tu vas assister à ça, et en même temps tu vas aussi travailler sur ton propre jeu. Je vais te donner une liste d'une vingtaine de jeux qu'on va regarder ensemble. Tu peux piocher dans cette liste-là ou en choisir d'autres, mais bon, je dirais pas à tes risques et périls, mais mieux vaut cadrer quand même, être sûr d'être capable de réaliser. Cette liste de 20 est accessible. Plus ou moins difficile selon les cas, mais c'est accessible. Donc c'est en ça que je te dis que tu es cadré, parce que tu agis dans cette liste, dans ce choix, tu es guidé dans ce gameplay. Voilà, je te demande pas de réinventer un gameplay, parce que c'est pas évident, hein. Quand on crée un jeu, il y a tellement de choses à faire, que au début, voilà, l'idée c'est tu reprends un gameplay existant, tu reprends des levels existants, et puis tu te contentes de recréer, ce qui est déjà bien. Et pour cela, en fait, on va utiliser la star des moteurs de jeux vidéo, qui est Unreal Engine 4. Je vais te montrer donc tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir créer un jeu 2D de plateforme, dit side-scroller, c'est-à-dire défilement par le côté, par opposition un peu à ce qu'on appelle le top-down, c'est-à-dire la vue de dessus, style Zelda. Alors attention, les techniques sont les mêmes, hein. Le gameplay est différent, mais on va dire qu'il y a encore une fois 80% de commun en termes de connaissances, de développement, de choses. Je ferai probablement un atelier peut-être plus tard sur le top-down, pour les spécificités du top-down. Parce qu'il y a quand même quelques petites fonctions spécifiques. Mais voilà, là pour l'instant on se base sur du side-scroller. Je vais t'enseigner donc toutes les techniques et puis aussi de la programmation qu'il y a autour, hein, tout ce qu'il y a besoin de savoir. Mais on ira de façon très progressive, c'est-à-dire je vais pas du tout te faire de cours de programmation avec je t'apprends les variables, je t'apprends les boucles, non. Tu vas regarder, tu vas reproduire, et puis on va y aller par touches successives. Tu vas même apprendre à débugger, tu vas apprendre plein de choses, mais tout cela, voilà, pas de stress. Ça se fait au fur et à mesure et vraiment en fonction des besoins. Tu vas acquérir les connaissances de façon un peu kaléidoscopique, tu sais, ça va
tu vas un peu à la Nielsen. C'est-à-dire que tu vas prendre plein de petites choses séparées, puis pouf, un jour tu vas te dire, bah ouais, bah tiens, j'ai une vue globale des choses. C'est comme ça que, en tout cas, que j'aime enseigner le développement. Parce qu'il y en aura dedans. Il n'y a pas que ça, hein, puisqu'il n'y a pas que la technique de développement, il y a tout ce qu'il y a autour. Mais bah, il est nécessaire d'apprendre quand même de la programmation. Donc finalement, au bout de quelques semaines, tu vas avoir ton propre jeu jouable, que tu vas pouvoir partager des amis. Alors tu vas peut-être l'exporter sur PC, sur Mac, sur plateforme mobile comme Android ou iOS pour la partie Apple. Tu pourras même créer de l'HTML5, c'est-à-dire la partie web, c'est jouer directement sous le navigateur sans avoir à télécharger quoi que ce soit. Voilà, donc c'est accessible grâce à Unreal Engine 4. Alors pendant tout ce temps-là, en fait, je t'accompagne, je te fais travailler sur un certain nombre de sujets, je te donne des liens aussi d'autres vidéos, voilà, parce qu'il faut compléter tout ce que je vais te donner par d'autres enseignements. Et puis il y a pas mal de modules que j'ai étiquetés comme optionnels, que tu peux suivre dans le cadre de façon linéaire, dans le cadre de ta formation, mais tu peux aussi le voir plus tard. Si tu es pressé, que tu veux travailler sur ton jeu, si tu n'as pas un besoin direct de ce module, eh bien tu peux le reporter à plus tard. Ça, tu peux parfaire ta formation par la suite. Alors démarrant, tu peux prendre par exemple 2 semaines de congé. Tu mets ta femme et tes enfants dehors, aller partir visiter tel pays, ou alors je sais pas, tu prends une chambre d'hôtel pour être tranquille, tu sais, tu t'isoles. L'idée c'est que tu t'isoles, tu coupes ton téléphone, tu arrêtes les réseaux sociaux, et tu ne fais que ça pendant 2 semaines. Tu t'imprègnes de la création du jeu, tu te mets à fond dedans, quoi. C'est ce que j'appelle l'approche Gollum. C'est Sméagol dans Le Seigneur des Anneaux, petite créature qui vit dans les grottes, qui est un ancien hobbit, avec mon précieux. Donc voilà, dans la grotte, tu te coupes du monde. Alors, je te dis 2 semaines, tu peux très bien aussi finalement faire ça 1 journée par semaine, le week-end par exemple, quand tu es tranquille, ou même 1 heure le soir. Hein. Le tout, c'est de pouvoir t'isoler à ce moment-là, de pouvoir te concentrer, te faire plaisir, parce que c'est là où ça marche le mieux. Si tu arrives à te faire plaisir, et je pense qu'il y a vraiment voilà, on prend vraiment plaisir à faire ce qu'on a à faire. Il y a le côté apprentissage, oui, mais le côté pratique, il y a le côté que tu vas créer ton propre jeu, donc tu vas pouvoir penser, par exemple, dans ta journée, si tu es au boulot ou à l'école, même si tu as une journée pourrie, une journée de merde, tu sais, le soir, tu sais que tu vas pouvoir avoir 1 heure de bon temps. Tu vas pouvoir vraiment avancer ce projet-là, tu vas pouvoir y penser. Et puis tout ça, finalement, bah, la journée de merde, elle s'envole parce que tu as ce plaisir-là qui sera le soir. Moi, je veux que tu prennes vraiment plaisir à suivre cette formation et à faire ton premier jeu. C'est vraiment important. Alors je t'ai parlé de développement, c'est peut-être pas la chose qui te fait peur. Toi t'as peut-être peur justement du côté graphique. T'as pas besoin de savoir dessiner. Je vais te montrer comment on peut trouver des assets à l'extérieur, comment obtenir par exemple des images, des animations libres de droit, mais de les choisir de façon à ce que ça rentre dans un tout homogène. Et puis au-delà de ça, de toute façon, comme je vais te faire travailler au début sur un jeu existant, eh bien, tu as une capacité à pouvoir trouver sur Internet des sites, des endroits où des gens ont reconstitué des planches de sprite, c'est des planches d'animation, ils ont retrouvé des éléments d'un tileset, c'est-à-dire des compositions de tuiles d'un niveau. Voilà, ces ressources graphiques, en fait, les sons, les musiques, certains effets spéciaux, tout ça, en fait, sont disponibles. Si tu veux travailler sur un Super Mario Bros, par exemple, là, tu vas trouver vraiment quantité d'informations. Moi, pour mon Ring Dangerous, tout était disponible. Donc voilà, il suffit des fois de choisir aussi le bon projet en fonction de ton profil. Si vraiment t'es pas du tout graphiste, si ça te rebute, voilà, eh bien tu peux aller puiser donc à l'extérieur. Mais au-delà de ça, je vais quand même te montrer tout au long d'un atelier, vraiment un atelier qui est consacré à cela, parce que moi-même étant pas graphiste, je pense que je suis plus capable en tout cas de te montrer, si tu n'as pas justement ce profil graphiste, comment aborder cet aspect des choses. C'est-à-dire comment dessiner tes propres concept art, comment réfléchir, comment évoluer,
façon de créer un personnage, un arbre, un environnement, et puis à mettre en couleur, voilà, à choisir un nombre de couleurs limité, à pas partir tout de suite sur des dégradés, parce que quand justement on n'a pas trop de compétences dans le domaine, ben, autant ne pas s'égarer, autant choisir un style simple, épuré, mais constant, un peu comme moi j'ai pu prendre pour mes personnages. Il y a d'autres styles, il n'y a pas que ça qui reste accessible. Et puis comment aussi animer ces personnages. Le tout, si tu le vois, le personnage qui donne un coup de lance, ça c'est 5 minutes de travail. 5 minutes de travail sans même avoir de modèle. Je veux dire, c'est à partir du moment où vous avez bien travaillé le personnage, qu'on a mis en place des calques, qu'on a pensé correctement les choses, ensuite on lui met un squelette, un peu comme on peut faire en 3D, et puis on peut l'animer. C'est une technique d'animation, il y en a d'autres. Il y en a qui préfèrent redessiner entièrement les planches. Moi, si t'es pas graphiste, je t'encourage plutôt à partir là-dedans, parce que tu vas obtenir rapidement du résultat. Là, j'ai le coup de lance, j'ai la mort, voilà, le coup de tête, j'ai plusieurs types d'animations que j'ai pu faire très rapidement, et puis j'ai pas que ça comme personnage. Et puis c'est pas vrai que pour les personnages, on peut animer aussi d'autres éléments, des arbres, qui peuvent bouger avec le vent, il y a vraiment on peut tout animer de cette façon-là. Voilà. Donc n'aie pas peur, si tu es pas du tout graphiste, moi je te montrerai quand même comment travailler tes propres graphes, parce que c'est ta patte, c'est ta touche. Et puis même si, imagine, tu fais un super jeu avec un super gameplay, voilà, t'as super bien réussi, t'as fait toi-même tes graphismes et puis ils sont pas top. Bah, tu pourras peut-être te dire à un moment donné, je vais pouvoir trouver quelqu'un qui a vu que mon jeu était bien, mais qui est plus doué que moi pour les graphismes, qui va pouvoir améliorer cet aspect-là, ou tiens, j'ai envie de le vendre, donc je vais me payer les services d'un graphiste ou d'un animateur pour m'aider dans la tâche. Voilà, parce que tu auras déjà créé le produit un peu. Voilà, puis au-delà en fait de ces outils, de cette approche, parce qu'on va prendre partir d'un document de game concept, de bien réfléchir au game design, on va analyser des jeux existants, on va vraiment on va décortiquer toute la création, tout le processus de la création du level, parce que c'est vrai que le gameplay, toute la partie boucle de rétroaction de la motivation, savoir gérer justement l'intérêt du joueur dans le temps, de passer de phases d'action à des phases plus lentes, tout ce côté-là en fait, le fait de créer des niveaux qui exploitent au mieux le gameplay pensé, ou pour raconter aussi une histoire, tout cela en fait, on va aussi l'étudier en détail. Et voilà, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, il me semble, c'est pluridisciplinaire. Créer un jeu vidéo, c'est pour ça en fait que on ne s'ennuie jamais, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre, parfois à découvrir, et même à inventer. C'est vraiment, je crois que s'il y avait aujourd'hui un Léonard de Vinci, il serait probablement en train de faire des jeux vidéo. Bon, si tout ça t'intéresse, si tu as envie d'aller un peu plus loin, moi je te propose d'aller, il y a un lien en fait que tu vas retrouver dans la description de la vidéo, qui va te guider vers un peu le sommaire, un descriptif de tous les ateliers. Voilà, comme ça tu pourras regarder un peu le contenu de chaque atelier, puis aller plus loin si tu le souhaites. Mais avant ça, en fait, je voudrais te garder quelques instants encore avec moi, je voudrais partager une expérience. Je voudrais que tu fermes les yeux quelques instants. Voilà. Imagine quand tu vas commencer à créer ton premier jeu vidéo. Imagine le temps déjà que tu vas y passer, le plaisir que tu vas pouvoir avoir à tester ce jeu, à inventer au fur et à mesure toute la mécanique du jeu, à découvrir des choses, parce que c'est comme un peintre ou comme un sculpteur qui va, à force de tailler une pierre, découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est un peu ça, créer un jeu. En tout cas, moi, la façon dont je l'aborde. Imagine le plaisir que tu vas avoir à le partager avec tes amis, avec ta famille, tes enfants. Je te donne un exemple. Quand j'ai travaillé sur
un de mes premiers jeux, qui avait été un de ceux qui ont été édités aux États-Unis, j'avais un personnage, c'était un chien. Et j'avais vraiment inclus un truc, tu sais, du random, c'est du hasard qui fait que de temps en temps, ce chien pétait. C'est pas sérieux tout ça, mais bon, le jeu c'est pas, j'espère que c'est pas trop sérieux. Ce chien qui pète, eh ben, les enfants quand ils tombaient dessus, ils étaient morts de rire, quoi. Et ce plaisir qu'on peut avoir à les voir donc sourire, si tu leur tends des pièges, si je parle pas seulement des enfants, je parle des amis en général, si tu crées comme ça des petites choses, et c'est à ce moment-là en fait t'as tout un retour important. C'est pas seulement un retour en termes de satisfaction personnelle, c'est aussi de l'expérience qui monte, du retour d'utilisateur, c'est là que tu commences vraiment à acquérir des compétences pour créer des mécaniques du jeu. Parce que tu vois, au-delà de la technique, tu as toute la mécanique et ça, il y a des livres qui en parlent. Oui, j'en ai lu plein, mais c'est pas ça qui m'apprend en fait. C'est en faisant qu'on apprend réellement. En faisant découvrir à d'autres. Alors imagine justement mettre ton jeu sur des plateformes comme Steam, Itch.io ou même sur Google Play. Que tu aies envie de le monétiser ou pas, je veux dire, peu importe en fait. Tu peux même mettre de la pub dedans, bref, peu importe. L'important c'est le retour que tu vas avoir des utilisateurs. Au-delà des petits problèmes techniques qu'il peut y avoir de temps en temps, tu as aussi tous ceux qui vont te dire bah j'ai super adoré ça, ou purée c'est trop dur, ou ça va pas. Tout ça en fait, ça va te permettre d'apprendre, de comprendre de nouvelles choses. Et là tu auras rejoint en fait le cercle des créateurs heureux de jeux vidéo. Ce que je veux dire, c'est que pour moi ce cercle des créateurs n'est pas composé des gens n'est pas nécessairement composé de tous les gens qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Parce que, tu le sais ou pas, mais quand tu es dans une équipe, 15, 20, 50, 100 personnes et que tu travailles sur un projet de jeu, bah, t'en vois qu'une toute petite partie. Alors t'as beau avoir des réunions régulières, on te tient au courant de l'avancée des choses, t'as beau peut-être de temps en temps pouvoir donner une suggestion, mais t'as jamais une vision complète du projet. Il y a quoi? Ça se tient sur les poignées de main. Je veux dire, sur les doigts d'une main, pardon. Il y a très peu de personnes qui maîtrisent dans un gros projet vraiment tous les aspects du jeu. Et encore, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui le maîtrise? Ce que je veux dire, c'est que là, le plaisir n'est pas le même. On est dans une industrie. Pour moi, un créateur de jeux vidéo, c'est celui qui a créé, qui a participé à beaucoup d'aspects de la création d'un jeu. Donc ça ne peut se faire qu'en petite équipe finalement. Alors, à partir de là, en fait, tu seras beaucoup mieux armé pour participer à des choses comme une game jam. Alors, je sais pas si tu connais game jam, en fait, c'est une sorte de concours amical, une sorte de réunion en fait, où plusieurs équipes ou plusieurs personnes s'affrontent entre guillemets pour créer un jeu sur un thème précis. Alors en général c'est court dans le temps, c'est 48 heures, 72 heures, voire une semaine. Et le but c'est de créer donc là il faut beaucoup de créativité justement parce qu'on a peu de temps pour créer un jeu. Il y a des hits qui sont sortis, pas des hits, en tout cas des jeux qui ont bien marché, qui ont pour origine une game jam. C'est un moment en fait où tu peux rencontrer peut-être tes futurs collaborateurs, tes futurs amis pour créer des nouveaux jeux. C'est très important en fait, c'est un climat d'émulation intéressant, tu vois comment les autres travaillent, tu vois ce qu'ils ont pu produire, et puis c'est un challenge en fait. Et mais ça, tu peux pas aller à une game jam si t'as pas déjà les bonnes connaissances. Je veux dire, t'as pas le temps d'apprendre à ce moment-là. T'as à peine le temps de tester des choses. Je veux dire, c'est surtout là il faut avoir les bonnes idées, il faut aller vite. Alors le fait d'avoir fait un jeu tout seul, c'est aussi c'est quelque chose que tu pourras plus facilement aussi mettre sur ton CV, que tu pourras. Tu sais qu'aujourd'hui, par exemple, si tu veux rentrer dans une école de jeux vidéo, t'as souvent pas de blanche à montrer. On va te demander est-ce que t'as déjà travaillé sur un projet seul ou en équipe, si t'as quelque chose à montrer. De même, si tu veux obtenir un stage dans un studio de jeux vidéo, si tu veux en faire ton métier, si tu veux y travailler. C'est des choses que tu peux ensuite mettre à ton compte. Bon, puis ça va te suivre toute ta vie en fait. Ça change la vie.
c'est une expérience, et comme des choses que je peux pas dire sur une vidéo comme ça, donc faudrait que je trouve un autre exemple. Voilà, c'est un peu comme le baptême de l'air. D'autres mots seraient plus représentatifs, mais baptême de l'air, voilà, ou l'épreuve du feu pour un pompier, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose dont tu seras probablement encore ému dans 20 ans. Tu auras envie de présenter peut-être à tes enfants, tes petits-enfants, je sais pas. Ou alors si t'as poussé une vidéo, tu auras envie d'enterrer le projet pour personne jamais entendre parler. Non, en fait, si tu mets tout ton cœur dans un projet, si tu... y a pas de raison que tu fasses pas quelque chose dont tu peux être fier. Puis l'important, c'est d'évoluer. Je veux dire, forcément, ce qu'on fait il y a 20 ans, c'est pas représentatif de ce qu'on est aujourd'hui. En tout cas, si on a pu évoluer. Alors, cette formation, en fait, est donc composée de 7 ateliers indépendants. Il va y avoir une période de lancement pendant tout l'été, entre donc juillet et août. Pourquoi? Parce que moi, tous les éléments, je les ai. J'ai les parties, comment dire, toute la partie, tout le matériel de formation est présent. Les vidéos sont tournées, les textes. J'ai encore quelques fiches techniques à peaufiner. J'ai encore quelques modules optionnels aussi à mettre en place. Mais voilà, j'ai encore beaucoup de montage, et donc je pense que j'ai à peu près une semaine de travail pour mettre chaque atelier en ligne. Donc progressivement, en fait, ces ateliers-là, je vais passer du mode lancement au mode mise en ligne. Ce qui veut dire que le tarif préférentiel que je vais mettre en place là maintenant, eh bien, il va évoluer dans le temps. Donc à chaque fois qu'un atelier, qui est au prix normal de 69 € sera disponible, eh bien il va passer de 39 en fait à 69 €. Et puis le prix de la formation, qui est aujourd'hui, si tu la prends là maintenant, elle est à 239 €. Elle finira donc fin août à 399 €, puisque progressivement les prix monteront en fonction des mises en ligne. Et ça, je ne pourrais pas déroger à la règle. Donc me demandez pas après me dire ouais bon voilà j'ai eu souci, j'ai pas pensé, j'étais pas là, j'avais pas vu, je savais pas. Je ne peux pas y déroger parce que les gens qui me font confiance, les gens qui investissent dès le début, il n'y a pas de raison, si vous voulez, que je ne peux pas, par respect envers eux, déroger cette règle. Alors je sais pas, si tu as pas aujourd'hui créé encore un jeu, si pourtant tu as lu plein de tutos, que tu as suivi des formations, que tu as lu des bouquins, que tu as... il y a probablement quelque chose, un élément qui a fait que ça t'a bloqué. C'est là-dessus, en fait, qu'on va aussi travailler durant cette formation-là. Il y a une chose qu'il faut bien que tu prennes en compte, c'est à combien tu estimes ton temps personnellement. Parce que c'est bien beau des fois de se prendre un bouquin qui fait 400 pages, et puis on sait qu'on va y passer 2 mois de travail, mais si c'est pour en extraire 2 heures de connaissances, voilà, pense bien à tout ça, pense au fait que si tu continues à reproduire le même schéma, il n'y a pas de raison d'obtenir un résultat différent. Donc il est peut-être aujourd'hui le moment de prendre la décision, de mettre la marche avant, et puis de se dire voilà, je profite de cette opportunité, je me lance avec d'autres dans la démarche, et puis on va créer notre premier jeu. Et puis Greg pourra me suivre. Je vais mettre en place, ça c'est un peu en dehors de cette formation-là, hein, donc c'est quelque chose un peu d'optionnel, un suivi, mais personnalisé d'un certain nombre d'élèves. Donc je vais pas pouvoir en prendre beaucoup, parce que j'estime que je peux pas suivre trop d'élèves en même temps. Je vais créer une sorte de classe où les gens, bon, je vais surtout les suivre personnellement, avoir un accompagnement où je vais aller les accompagner chaque jour, mais aussi voir comment évolue le projet, corriger les documents qu'ils ont pu produire, des fois donner un coup de pied au cul pour aider, parce que des fois on en a besoin, un peu des fois des retours aussi à réalité qui sont nécessaires. Et puis là ça dépend vraiment de chaque profil, hein, parce qu'on a tous un niveau différent dans l'avancée, et aussi apporter une aide technique, parce que on a beau aussi penser à plein de choses. Là par exemple j'ai un jeu comme Red Dangerous, il y a pas mal d'éléments, mais il y a d'autres types de jeux où quelquefois il va peut-être manquer une information, donc là je vais vraiment donner un accompagnement personnalisé, précis, jusqu'à développer des fois des petites choses avec la personne pour l'aider dans son projet. Alors attention, tout de même,
il y a un accompagnement qui va se faire de façon asynchrone par email, mais aussi par Skype, on va quelquefois se voir, mais il ne s'agit pas ici de consulting low cost. Hein. Si tu le prends dans l'idée de te dire bon bah je vais pour mes propres jeux, je vais avoir quelqu'un, une technique pour m'accompagner. Attention, c'est pas le but. Moi, le but, ça reste dans la formation. Voilà, je fais des formations par ailleurs, déjà que j'essaye de limiter, puisque je veux pas faire trop de prestations externes. Donc du consulting, je me limite. Mais là, c'est vraiment réservé pour des élèves. Parce que pour moi, le but, c'est je te cache pas, à terme, le but, c'est de créer une sorte de réseau, de mastermind, de gens avec lesquels j'aurai aussi plaisir à bosser. Donc je vais sélectionner des gens surtout par rapport à leur motivation, par rapport à leur envie d'aller plus loin. Mais même des amateurs, même si c'est des gens qui veulent pas en faire une profession, peu importe. Le plaisir, l'intérêt. Parce que moi aussi j'ai envie de prendre plaisir dans cet échange, dans ce partage. Et puis voilà, je préfère avoir des gens motivés que le gars déjà très pointu, très technique, mais qui veut juste en faire un métier. Ça me... Voilà. Je te donne quelques clés pour ça, mais bon, ne le prends pas mal si je ne peux pas te prendre, ou alors si je ne peux pas te prendre tout de suite. Voilà, donc c'est quelque chose de toute façon qui est optionnel, hein, qui ne fait pas partie de la formation de base, donc forcément qui est tarifé un peu plus cher, mais qui reste quand même accessible financièrement. Donc si tu as envie de partir dans cette démarche, si toi tu sens que tu as besoin d'un guide, mais je sais pas comment on peut appeler ça, d'une béquille peut-être par certains côtés, d'un coach, trouvons le nom qu'on veut, d'un monsieur Miyagi si tu veux un peu. Voilà, je peux être présent pour ça, je peux t'accompagner pour créer ton premier jeu 2D. Et ensuite, eh bien, ça pourrait évoluer vers d'autres types de gameplay, d'autres types de jeux. Voilà, donc si tu es intéressé, bah écoute, je te propose, déjà tu vas voir le sommaire, tu vas voir un peu l'atelier, tu réfléchis un peu la question, et puis sinon, eh bien on se retrouve pour le premier module qui consiste au-delà de l'installation, d'initiation un peu à Unreal Engine, on fait un petit projet rapide, tu sais, pour voir que c'est simple, pour pouvoir dépasser ça, le fait de faire déjà un premier niveau. On va surtout étudier plus d'une vingtaine de jeux différents. On va regarder des jeux qui ont marché à une époque, et puis on va regarder des jeux qui marchent aussi aujourd'hui. Encore une autre vingtaine de jeux. Et puis voilà, là tu vas commencer déjà à pouvoir piocher, à regarder pourquoi ça fonctionnait, pourquoi ça n'a pas marché. Et ça c'est déjà, voilà, le premier atelier est très, très amusant, et puis la difficulté va être progressive. Et attends-toi quand même à ce que ce soit pas toujours facile. Mais en tout cas, je te garantis que le résultat sera excellent. Ciao, ciao.